Et si la voix intérieure que vous croyez être votre plus grand guide était, en réalité, votre plus grand saboteur, depuis des siècles, l'intuition est vénérée comme une sorte de sixième sens, une sagesse innée, une source de vérité inaccessible à la raison pure. On nous dit de suivre notre instinct, de faire confiance à notre estomac, comme si cette boussole interne était infaillible. Pourtant, quiconque a déjà pris une décision désastreuse basée sur un bon pressentiment sait que cette confiance aveugle peut mener tout droit à la catastrophe. Dans un monde qui nous pousse à l'action rapide, où la capacité de savoir sans savoir comment est souvent idéalisée, il est temps de poser la question fondamentale: faut-il vraiment croire et suivre son intuition sans jamais la remettre en question? Est-elle une forme supérieure d'intelligence ou juste un raccourci mental souvent teinté de biais et de préjugés, élaboré par un cerveau qui adore se raconter des histoires? Aujourd'hui, nous allons plonger dans les profondeurs de cette capacité mystérieuse. Nous allons déconstruire les mythes, explorer la science derrière les sensations viscérales, et surtout apprendre à distinguer une véritable intuition, fruit d'une expertise accumulée, d'une simple réaction émotionnelle ou d'un biais cognitif déguisé. Préparez-vous à réévaluer tout ce que vous pensiez savoir sur votre voix intérieure, car comprendre son fonctionnement, c'est maîtriser l'une des clés les plus puissantes pour des décisions plus claires et une vie plus authentique. Alors, qu'est-ce que cette fameuse intuition? Dans le langage courant, on l'imagine souvent comme une sensation viscérale, un pressentiment, une sorte de flash de certitude qui surgit de nulle part, nous guidant vers la bonne réponse sans que nous puissions expliquer pourquoi. C'est cette petite voix, ce signal d'alarme interne ou cette illumination soudaine qui semble transcender la logique et la raison. Mais cette définition populaire, bien que séduisante, effleure à peine la surface d'un concept bien plus profond, surtout lorsque l'on se penche sur la philosophie d'un penseur comme Henri Bergson. Pour Bergson, la distinction entre intuition et intelligence n'est pas qu'une question de vitesse ou de clarté. C'est une divergence fondamentale dans la manière dont nous appréhendons la réalité elle-même. L'intelligence, selon lui, est avant tout un instrument de l'action, forgé par notre évolution pour manipuler la matière. Elle excelle à découper le monde en objets distincts, à le spatialiser, à le figer pour l'analyser. C'est le mode de pensée du scientifique, de l'ingénieur, celui qui mesure, compare, catégorise. L'intelligence est pratique, utilitaire. Elle nous permet de fabriquer des outils, de comprendre les mécanismes, de prévoir les trajectoires. Elle opère par concept, par représentation statique, elle prend des instantanés du flux incessant de la vie pour mieux les comprendre. Mais, ce faisant, elle manque l'essence même de ce flux, de cette turée vivante et indivisible qui caractérise l'expérience réelle. Elle nous donne une connaissance du comment, mais rarement du ce qu'est de l'intérieur. L'intuition, chez Bergson, est tout autre. Elle n'est pas un concept ou une analyse, c'est un acte de sympathie intellectuelle, une capacité à nous transporter à l'intérieur de l'objet ou du phénomène que nous voulons connaître, à épouser son mouvement, sa durée propre, sans le découper ni le figer. C'est une perception directe, non médiatisée par des symboles ou des concepts, qui nous permet de saisir le ce qu'est dans son essence même, dans son écoulement continu. C'est une immersion, une fusion avec la réalité vivante. Pensez à un musicien qui sent la mélodie, plutôt qu'il ne l'analyse note par note, ou à un danseur qui vit le rythme, au lieu d'en calculer la cadence. C'est une connaissance qui ne s'acquiert pas par accumulation, mais par une sorte de dilatation de notre esprit, nous permettant de coïncider avec l'indivisible. Cette intuition bergsonienne est donc bien plus rare et plus profonde que le presentiment quotidien. Elle n'est pas une simple réponse rapide de l'intelligence qui a fait ses calculs en coulisses. Elle est une rupture avec le mode habituel de la pensée discursive, une porte ouverte sur une autre dimension de la connaissance, celle de l'expérience intérieure et de la conscience du temps réel, de la vraie durée. L'intelligence nous donne des cartes, des modèles, des théories. L'intuition nous offre le territoire lui-même, dans sa fluidité et sa complexité irrémédiables. C'est une sorte de pilule rouge, philosophique, nous invitant à voir au-delà des représentations statiques que notre intelligence nous propose habituellement pour percevoir la réalité telle qu'elle est en son essence dynamique.
Mais la question demeure, cette intuition pure est-elle vraiment accessible, et comment la distinguer des ruses de notre propre esprit qui nous poussent à croire en des vérités faciles? Après avoir exploré la distinction profonde de Bergson entre l'intelligence qui découpe et l'intuition qui saisit la durée, il est impératif de se confronter à une réalité moins poétique. La plupart du temps, ce que nous appelons notre intuition dans la vie quotidienne n'est pas cette pure pénétration bergsonienne. C'est, plus souvent qu'on ne l'admet, une forme d'intelligence rapide, subconsciente, certes, mais lourdement lestée par des raccourcis mentaux, des expériences passées mal interprétées et surtout par ce que les psychologues appellent des biais cognitifs. Ces biais sont les pièges de notre esprit, des erreurs systématiques de jugement inhérentes à notre cerveau, conçues pour prendre des décisions rapides et efficaces, quitte à sacrifier la précision. Imaginez notre intelligence comme un puissant ordinateur qui, pour traiter des millions de données chaque seconde, a développé des programmes de compression et de simplification. Ces programmes sont extrêmement utiles la plupart du temps, mais ils peuvent aussi générer des bugs majeurs. L'un des plus insidieux est le biais de confirmation. Nous avons une fâcheuse tendance à rechercher, interpréter et mémoriser les informations qui confirment nos croyances préexistantes, tout en ignorant ou en minimisant celles qui les contredisent. Si votre intuition vous dit qu'une personne est malhonnête, vous commencerez inconsciemment à remarquer tous les petits signes qui semblent appuyer cette idée, un regard fuyant, un ton de voix, tout en ignorant les preuves de sa sincérité. Vous êtes alors convaincu que votre intuition était juste, alors qu'en réalité, vous n'avez fait que valider votre propre préjugé initial. Ce n'est pas une saisie bergsonienne de l'essence, mais une projection de vos propres schémas mentaux. Ensuite, il y a l'euphéristique de disponibilité. Notre intuition est fortement influencée par la facilité avec laquelle des exemples ou des informations nous viennent à l'esprit. Si vous venez d'entendre plusieurs histoires d'arnaques bancaires, votre intuition vous dira que la probabilité d'être escroqué est très élevée, même si les statistiques réelles ne le confirment pas. Les informations les plus récentes, les plus dramatiques ou les plus émotionnelles pèsent disproportionnellement sur notre jugement intuitif, créant une illusion de danger ou d'opportunité là où il n'y en a pas nécessairement. C'est l'intelligence qui, pour nous protéger ou nous alerter rapidement, privilégie la vivacité de l'information plutôt que sa représentativité statistique. Pensez également à l'effet d'ancrage, où notre intuition est arbitrairement influencée par la première information reçue, même si elle est sans rapport. Dans une négociation, le premier chiffre prononcé, même absurde, sert d'encre autour de laquelle toutes les discussions intuitives s'articulent. Ou encore l'effet de halo, où une caractéristique positive ou négative d'une personne ou d'une chose irradie et influence notre jugement intuitif sur toutes ses autres qualités. Un individu charismatique sera intuitivement perçu comme plus intelligent ou plus compétent qu'il ne l'est réellement. Ces biais, parmi des dizaines d'autres, démontrent que notre intuition quotidienne, loin d'être un accès direct à la vérité comme le concevait Bergson, est souvent une construction rapide et imparfaite de notre intelligence, façonnée par des mécanismes subconscients qui nous trahissent plus qu'ils ne nous guident. Croire et suivre aveuglément cette intuition de tous les jours, c'est s'exposer à des décisions fondées sur des illusions, des peurs ou des conforts cognitifs. Le défi n'est donc pas de rejeter toute forme d'intuition, mais d'apprendre à distinguer le bruissement des biais cognitifs du murmure, plus rare et plus pur, d'une véritable intuition éclairée. Comment notre cerveau peut-il développer des mécanismes aussi sophistiqués, et quand ces mécanismes se rapprochent-ils de la perception directe de la durée dont parlait Bergson? C'est ce que nous allons explorer en nous tournant vers la science. Si l'intuition quotidienne est souvent une intelligence rapide mais biaisée, la science moderne nous offre un éclairage fascinant sur les mécanismes sous-jacents qui peuvent, dans certains contextes, élever cette intuition vers quelque chose de beaucoup plus fiable et puissant. Nous parlons ici de la psychologie cognitive et des neurosciences, qui, sans nécessairement valider la pure intuition bergsonienne, nous aident à comprendre comment des années d'expérience peuvent forger une forme d'intuition qui se rapproche d'une saisie directe de la complexité. Le travail des psychologues Daniel Kahneman et Amos Tversky sur les systèmes de pensée est fondamental ici. Ils distinguent deux modes de cognition,
le système 1 et le système 2. Le système 1 est notre pensée rapide, automatique, intuitive, émotionnelle et subconsciente. C'est lui qui nous permet de reconnaître un visage familier, de répondre à une question simple comme 2 plus 2, ou de freiner d'urgence en voiture. Il opère sans effort conscient, se basant sur des heuristiques, ces fameux raccourcis mentaux, et des schémas préexistants. C'est le siège de la plupart de nos intuitions quotidiennes, y compris celles qui sont sujettes aux biais cognitifs dont nous avons parlé précédemment. En revanche, le système 2 est notre pensée lente, délibérative, logique, consciente et analytique. C'est lui qui s'active pour résoudre un problème mathématique complexe, planifier un voyage compliqué ou évaluer des arguments contradictoires, où il demande un effort mental et séquentiel et est beaucoup moins sujet aux erreurs du système 1, à condition d'avoir le temps et les ressources cognitives nécessaires. Mais l'important, c'est que ces deux systèmes ne fonctionnent pas en silo. Dans le cas d'une intuition d'expert, le système 1, rapide et automatique, peut devenir incroyablement précis. Comment? Grâce à des milliers, voire des dizaines de milliers d'heures d'expérience et d'apprentissage dans un domaine spécifique. Un grand maître d'échecs n'analyse pas chaque mouvement possible, pièce par pièce comme un ordinateur. Il voit instantanément les bons coups, ou plutôt il reconnaît des milliers de configurations et de schémas qu'il a rencontrés et analysés par le passé. Son cerveau a construit une vaste bibliothèque de schémas qui lui permet de filtrer l'information pertinente à une vitesse fulgurante, souvent sans même qu'il en ait conscience. C'est ce que l'on appelle la froconaissance de forme, ou la cognition incarnée. Le cerveau d'un pompier expérimenté sent le danger imminent dans un immeuble en feu bien avant qu'il ne puisse articuler pourquoi. Il a perçu des indices subtils, une odeur, une couleur de fumée, un bruit, qui pour un novice passerait inaperçu. Ces intuitions ne sont pas des révélations mystiques, mais le fruit d'une expertise inconsciente, d'une accumulation massive de données sensorielles et de leurs conséquences traitées par les réseaux neuronaux. Les neurosciences confirment cela, des études d'imagerie cérébrale montrent que les régions du cerveau associées à la prise de décision rapide et à la détection de schémas, comme le cortex préfrontal ventromédian ou le noyau accumbens, sont particulièrement actives lors de ces intuitions d'experts. Dans ces cas précis, on pourrait presque entrevoir un écho de l'intuition bergsonienne. L'expert, par l'accumulation de son expérience, ne découpe plus la réalité en concepts statiques, mais semble en saisir la complexité dynamique d'un coup. Il ne pense pas en fragments, mais appréhende le système dans son ensemble. Il y a une forme de coïncidence avec le réel, non pas par une sympathie intellectuelle pure au sens de Bergson, mais par une immersion prolongée et une fine calibration des mécanismes cognitifs. Cette intuition n'est pas magique, elle est le résultat d'un entraînement intense qui transforme l'intelligence analytique en une forme de perception directe hautement efficace. Mais comment alors cultiver cette expertise pour que notre propre intuition devienne un guide fiable plutôt qu'une source d'illusion? Et quand cette intuition, même celle d'un expert, peut-elle nous induire en erreur? Maintenant que nous avons démystifié l'intuition pour en comprendre les racines scientifiques et la distinction fondamentale chez Bergson, la question devient: comment pouvons-nous cultiver une intuition qui soit non seulement rapide, mais aussi fiable? Comment pouvons-nous affûter notre système 1 pour qu'il soit moins sujet au biais et plus proche de cette saisie directe de la durée, de la complexité du réel? La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas un don inné réservé à quelques élus. C'est une compétence qui peut être développée à condition d'y mettre du discernement et de la pratique. Premièrement, la connaissance et l'expérience sont les piliers fondamentaux d'une intuition de qualité. L'intuition d'un expert n'est pas de la magie, elle est le résultat d'une immersion profonde et prolongée dans un domaine spécifique. Pour que votre système 1 puisse reconnaître des schémas pertinents, il doit avoir été exposé à un vaste éventail de situations, d'erreurs et de succès. Si vous souhaitez avoir une bonne intuition financière, vous devez étudier la finance, analyser des marchés, comprendre des rapports, échouer, apprendre de vos échecs. De même en relations humaines, plus vous interagissez, plus vous observez, plus vous écoutez activement, plus votre capacité intuitive à lire les gens s'affinera. Ne confondez pas l'ignorance avec l'intuition,
une intuition sans base de connaissances solides est souvent une simple opinion ou un préjugé. Deuxièmement, la pratique de la pleine conscience et de l'observation est cruciale. Pour Bergson, l'intuition exigeait une dilatation de notre conscience, une capacité à suspendre nos catégories intellectuelles pour épouser le mouvement du réel. La pleine conscience, en nous entraînant à être pleinement présents au moment, à observer nos pensées, nos émotions et nos sensations corporelles sans jugement, peut nous aider à mieux percevoir les signaux subtils que notre corps et notre environnement nous envoient. C'est en étant attentif à ce que nous restons physiquement face à une décision, à une personne ou à une situation que nous pouvons commencer à décrypter les messages de notre système 1. Ces sensations viscérales ne sont pas la vérité absolue, mais des données précieuses que notre intelligence rapide a compilées. Le journal de bord peut également être un outil puissant pour retracer nos intuitions, les décisions qui en ont découlé et leurs résultats. Cela permet d'identifier les schémas, de calibrer notre boussole intérieure et de distinguer les intuitions pertinentes des simples impulsions. Troisièmement, il est essentiel de remettre en question son intuition, même la plus forte. Une intuition fiable ne naît pas d'une confiance aveugle, mais d'une confrontation dialectique avec la raison. Si vous avez un bon pressentiment, mettez-le à l'épreuve, cherchez des preuves pour le soutenir, mais aussi, et c'est le plus important, cherchez des preuves qui le contredisent, demandez l'avis de personnes extérieures, collectez des données objectives, c'est l'intégration du système 1, l'intuition et du système 2, l'analyse critique qui crée la sagesse. L'intuition nous donne une direction rapide, la pensée critique nous aide à vérifier si cette direction est la bonne. Comme l'a dit Bergson, l'intelligence est utile pour l'action et l'intuition pour la connaissance. Apprenons à les faire travailler ensemble, utilisons notre intuition pour générer des hypothèses créatives, puis notre intelligence pour les valider avec rigueur. Le but n'est pas de choisir entre l'intuition et l'intelligence, mais de les fusionner pour une compréhension plus riche et des décisions plus éclairées. Mais quand précisément faut-il pencher vers l'une ou vers l'autre, et dans quelle situation même l'intuition la plus fine peut-elle nous jouer des tours? Nous voici face au cœur du dilemme. Quand faut-il accorder sa confiance à cette voix intérieure, et quand faut-il la soumettre à l'examen rigoureux de la raison? La réponse n'est pas binaire, car la fiabilité de notre intuition dépend crucialement du contexte et de notre degré d'expertise dans ce contexte. Pour commencer, considérons les situations de haute incertitude ou de nouveauté radicale. Dans ces moments où nous manquons de données passées, où les schémas habituels ne s'appliquent pas, notre intuition est souvent peu fiable. Elle tendra à s'appuyer sur des analogies bancales, des peurs primaires ou des espoirs infondés. Si vous êtes confronté à une technologie totalement nouvelle, un marché inexploré ou une situation interpersonnelle inédite, l'intelligence analytique, la recherche, la consultation d'experts, ceux qui ont une expertise transférable, l'expérimentation méthodique est bien plus appropriée. Dans ces cas, l'intelligence bergsonienne, qui découpe et analyse, est notre meilleur guide pour créer de nouveaux repères, faute d'une durée déjà vécue et assimilée. À l'inverse, dans les beaux domaines où vous avez accumulé une vaste expertise et où le feedback est rapide et clair, votre intuition devient un outil redoutable. Un médecin expérimenté qui pose un diagnostic rapide, un pompier qui prend une décision en une fraction de seconde, un athlète qui anticipe le mouvement de son adversaire, ce sont des exemples d'intuition d'experts qui ont été affinés par des milliers d'heures de pratique et de retours d'informations précis. Ici, le système 1, nourri par une base de données subconsciente massive, peut effectivement saisir la complexité de la situation d'un seul coup, se rapprochant de la saisie de la durée bergsonienne. C'est dans ces contextes que la sensation viscérale est la plus digne de confiance. Cependant, même l'intuition d'expert a ses limites. Le système 1, même bien entraîné, peut être trompé par des changements subtils dans le contexte ou par des situations où les schémas habituels sont perturbés. Un médecin expérimenté peut manquer un symptôme rare, car il s'attend à un schéma plus commun. C'est pourquoi, même pour les experts, la prevérification et la recherche active d'informations contradictoires sont essentielles. Un bon professionnel ne se repose jamais entièrement sur son instinct.
Il utilise son intuition pour générer des hypothèses, puis son intelligence pour les tester. Il cherche consciemment à prouver que son intuition a tort, sachant que c'est le meilleur moyen de valider sa robustesse. Le rôle de la curiosité et de l'humilité est fondamental dans cette danse entre l'intuition et l'intelligence. La curiosité nous pousse à explorer au-delà de nos premières impressions, à ne pas nous contenter de la surface des choses. L'humilité nous permet d'admettre que notre intuition, même forte, peut être faillible et que l'ouverture à de nouvelles informations est une force, non une faiblesse. Il ne s'agit pas de choisir un camp, mais d'apprendre à jongler entre ces deux modes de connaissance. La véritable sagesse décisionnelle réside dans la capacité à laisser l'intuition ouvrir des pistes, à la laisser nous donner une impulsion, puis à soumettre cette impulsion à un examen rigoureux de notre intelligence. C'est un processus dynamique, un dialogue constant entre la rapidité de la perception et la lenteur de la réflexion. Comment alors construire une philosophie de l'intuition pour le XXIe siècle, qui intègre ces connaissances pour une vie plus lucide? Nous avons voyagé à travers les profondeurs de l'intuition, de la distinction bergsonienne entre la saisie directe de la durée et l'intelligence qui découpe le réel, jusqu'aux rouages de notre cerveau et les pièges que nos propres biais cognitifs nous tendent. Alors, au terme de ce périple, quelle philosophie de l'intuition pouvons-nous adopter pour naviguer dans la complexité du XXIe siècle? La première grande leçon est que l'intuition n'est ni une panacée universelle, ni une illusion totale. C'est un outil puissant, une facette essentielle de notre cognition, mais imparfaite et contextuelle. Sa valeur ne réside pas dans son infaillibilité, mais dans sa capacité à nous offrir des hypothèses rapides, des signaux d'alerte ou des éclairs de créativité que la raison pure mettrait beaucoup plus de temps à élaborer ou ne verrait même pas. Elle est le vent qui gonfle les voiles, mais l'intelligence est le gouvernail qui donne la direction. Pour une vie lucide et des décisions éclairées, nous devons viser une intégration harmonieuse de l'intuition et de la logique. Il ne s'agit pas de choisir entre croire son cœur et écouter sa tête, mais d'apprendre à les faire dialoguer. Utilisez votre intuition comme un radar, elle détecte rapidement les opportunités et les dangers potentiels, elle génère des pistes de réflexion, puis activez votre intelligence, votre système 2, pour enquêter sur ces pistes, poser des questions, rechercher des faits, peser le pour et le contre, consulter diverses sources d'informations. C'est un processus itératif, un va-et-vient constant entre la perception rapide et l'analyse délibérée. Cette philosophie nous invite également à cultiver une humilité intellectuelle face à nos propres jugements, reconnaître que même notre intuition la plus profonde peut être le produit de biais ou d'expériences limitées est une force, non une faiblesse. Cela nous rend ouverts à l'apprentissage, à la correction et à l'évolution de notre pensée. Nous sommes des êtres en constante construction et notre capacité à percevoir la durée du réel s'affine à mesure que notre propre expérience s'enrichit et que notre esprit s'exerce à l'ouverture plutôt qu'à la clôture. De plus, nous devons comprendre que l'intuition la plus précieuse, celle qui se rapproche le plus de la connaissance sympathique de Bergson, ne se décrète pas. Elle est le fruit d'un mandagement profond et prolongé, que ce soit dans un domaine artistique, scientifique, relationnel ou professionnel. C'est l'immersion, la pratique constante, la réflexion sur l'action, l'acceptation de l'échec comme maître qui forge une intuition d'expert. C'est en vivant la durée d'une expérience, en étant pleinement présent à son déroulement, que notre capacité intuitive à en saisir l'essence se développe. Alors, pour conclure, faut-il croire et suivre son intuition? Oui, mais avec discernement. Croyez en son pouvoir à vous alerter, à vous inspirer, à vous guider vers des pistes prometteuses. Mais suivez-la en la soumettant au crible de votre intelligence, en la confrontant aux faits, en l'enrichissant de nouvelles perspectives. C'est en maîtrisant cette danse complexe entre l'intelligence qui analyse et l'intuition qui synthétise, entre la conscience du temps fragmenté et la saisie de la durée unifiée, que nous pourrons nous rapprocher d'une compréhension plus complète du monde et de nous-mêmes. Alors, chers explorateurs de la vérité, je vous laisse avec ces questions pour votre propre introspection. Saï, quels sont les domaines de votre vie où vous faites le plus confiance à votre intuition et quels sont ceux où vous la remettez le plus en question? Pouvez-vous identifier une décision passée où une intuition forte vous a bien servi,
et une autre où elle vous a induit en erreur, et comment pourriez-vous, dès aujourd'hui, commencer à entraîner votre propre intuition pour qu'elle devienne un guide plus sage et plus fiable? La conversation ne fait que commencer. Nous avons parcouru un chemin sinueux, explorant les méandres de l'intuition à travers le prisme de la philosophie d'Henri Bergson et les éclairages de la science moderne. Nous avons compris que l'intuition n'est pas une force mystique, mais un mécanisme complexe de notre esprit, capable du meilleur comme du pire. Bergson nous a enseigné la distinction fondamentale entre une intelligence qui découpe, fragmente le réel pour l'action, et une intuition plus pure, capable de saisir la durée et l'essence même des choses dans leur flux continu. Cependant, nous avons aussi démasqué l'intuition de tous les jours, celle que nous invoquons si souvent comme une forme d'intelligence rapide, certes, mais lourdement lestée de biais cognitifs, le biais de confirmation, l'heuristique de disponibilité et bien d'autres pièges qui peuvent nous faire prendre des vessies pour des lanternes. La psychologie cognitive, avec ses systèmes 1 et 2, nous a montré comment une intuition d'expert, forgée par des milliers d'heures d'expérience, et une reconnaissance affûtée de schémas, peut transcender ces biais pour devenir un guide d'une précision redoutable. La clé, nous l'avons vu, n'est pas de choisir son camp entre l'intuition et l'intelligence. La vraie sagesse réside dans leur intégration. Il s'agit d'utiliser l'intuition comme un puissant générateur d'hypothèses, un éclaireur rapide qui perçoit les signaux subtils, puis de soumettre ses intuitions au crible rigoureux de l'intelligence. C'est en cultivant la connaissance, c'est en pratiquant la pleine conscience, pour mieux écouter nos signaux intérieurs, et surtout en remettant constamment en question nos propres certitudes, que nous pouvons affûter cette boussole interne pour qu'elle nous mène vers des décisions plus justes et une compréhension plus profonde du monde. L'humilité intellectuelle et la curiosité insatiable sont nos meilleurs alliés dans cette quête. Alors, chers explorateurs de la pensée, la question n'est plus « faut-il croire ou non son intuition ?» mais plutôt « va-c'est » comment cette distinction entre l'intuition bergsonienne et l'intelligence que nous utilisons au quotidien résonne-t-elle avec vos propres expériences personnelles? Y a-t-il un domaine de votre vie où vous sentez que votre intuition est particulièrement fiable? Et si oui, pourquoi? Et à la lumière de cette exploration, quelle stratégie concrète comptez-vous mettre en place dès aujourd'hui pour mieux équilibrer votre intuition et votre intelligence dans vos prises de décision? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et continuons à démystifier ensemble les rouages de notre esprit. Et voilà, nous avons exploré ensemble l'intuition sous tous ses angles, de la vision bergsonienne à la neuroscience moderne, en passant par les pièges de notre propre esprit. Maintenant, c'est à vous de jouer. J'ai hâte de lire vos réflexions et vos anecdotes personnelles en commentaire. Dites-moi, où votre intuition vous a-t-elle le plus servi, vous ouvrant des portes que la logique n'aurait pas vues? Et à l'inverse, y a-t-il eu un moment où un bon pressentiment vous a mené sur un chemin que vous avez regretté, vous apprenant l'humilité face à cette voix intérieure? Quelles sont vos propres stratégies pour faire dialoguer votre sensation viscérale avec votre esprit critique, pour faire travailler ensemble votre système 1 et votre système 2? Votre perspective est inestimable pour cette communauté de penseurs. Si cette exploration a stimulé votre propre curiosité et vous a donné de nouvelles clés de lecture, laissez un pouce bleu pour soutenir ce travail, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines analyses et partagez cette vidéo avec ceux qui, comme nous, aiment creuser les profondeurs de la pensée. Ensemble, continuons à affûter notre regard sur le monde. Merci de votre présence et de votre engagement. À très bientôt pour une nouvelle plongée